Chers confrères, chers consoeurs, merci d'assister à cette première vidéo introductive sur le dépistage des cancers de la peau pour les professionnels de santé non médecins. Cette vidéo est à destination des kinésithérapeutes, des podologues, des infirmiers, des pharmaciens, mais aussi à toute personne qui peut être amenée à voir la peau des patients au quotidien. Je suis le docteur Henriot, je suis médecin généraliste de formation, mais j'ai une activité exclusive de dépistage des cancers de la peau au sein du centre Léon Bérard dans l'unité d'oncodermatologie. Les cancers de la peau sont polymorphes, parfois ils ne ressemblent pas à quelque chose de dangereux, parfois au contraire ils sont tout à fait visibles, ils peuvent être létaux, ils peuvent être pas si dangereux que ça, mais en tout cas ils arrivent toujours sur une peau, donc sur quelque chose qu'on peut tous voir nous-mêmes. Or, il y a un retard au diagnostic important et c'est là que vous entrez en jeu. En effet, le temps où tout le monde pouvait voir un dermatologue de manière facile est révolu. Malheureusement, il est de plus en plus difficile d'avoir accès à ces professionnels de santé. Les médecins généralistes se forment au dépistage des cancers de la peau, mais ils ne voient pas tous les patients. Vous êtes parfois les seuls professionnels de santé à voir un patient donné, parfois à l'officine en lui donnant un conseil sur une plaie qui ne cicatrise pas, parfois en tant qu'infirmière en allant à domicile et en voyant une patiente qui ne voit que très rarement son médecin et rarement dénudée à cause de troubles cognitifs et de troubles qui l'empêchent de s'habiller. Ou alors, quand vous êtes kinésithérapeute, vous êtes amené à voir de manière très régulière le dos de vos patients et vous voyez si les choses se modifient. Également pour nos confrères podologues, il peut arriver d'avoir des lésions au niveau des pieds et vous êtes très probablement les seuls professionnels de santé à connaître et à regarder les pieds de vos patients de manière importante. Le but de cette formation n'est pas que vous remplaciez le médecin généraliste ou le dermatologue, mais que vous ayez les bases, les notions des choses qui doivent vous alerter et également de vous apprendre comment utiliser la téléexpertise qui est un outil relativement nouveau et qui va vous permettre d'adresser les patients lorsque vous avez un doute. C'est donc le but de cette première vidéo. Une deuxième suivra pour les intéressés qui pourront aller un petit peu plus loin sur réellement être en capacité de savoir ce qui est dangereux ou non lorsque vous regardez la peau de vos patients. Merci d'être avec nous pour cette vidéo. Nous allons donc parler aujourd'hui du repérage des cancers de la peau et de la dermoscopie en soins primaires. Voici mes conflits d'intérêts qui n'ont pas de lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler un petit peu de l'intérêt du repérage précoce des cancers de la peau et ce qu'il faut les repérer précocement, à quoi ça va nous servir. On va également parler de télédermatologie, de la possibilité d'envoyer des images à des professionnels de santé qui nous répondront. Et nous allons enfin parler de la dermoscopie. La dermoscopie, c'est une technique qui va nous permettre, comme vous allez le voir, de mieux évaluer les cancers de la peau. Déjà, le repérage des cancers de la peau, il y a 80 000 cancers de la peau par an en France, qui est très fréquent. Et il y a trois grands types de cancers de la peau. D'abord, le mélanome, le carcinome épidermoïde et le carcinome basocellulaire, qui sont les trois grands types de cancers de la peau. Heureusement que le mélanome ne constitue que 10% des cancers de la peau, car c'est celui qui est finalement le plus dangereux de ces trois, avec une véritable possibilité de mortalité. Le carcinome épidermoïde va avoir plus de mal à vous tuer, mais tout de même, c'est tout à fait possible. A l'inverse, le carcinome basocellulaire n'a pas de potentiel métastatique ou de manière exceptionnelle, mais par contre, ces trois cancers vont avoir une grosse possibilité d'avoir un problème fonctionnel ou esthétique. En effet, vu qu'ils touchent des zones qui sont exposées au soleil, ils vont toucher le visage, les mains, et si on veut les enlever en entier, il faut enlever de la peau un peu saine autour pour être sûr d'avoir tout enlevé, et on peut donc avoir de grosses cicatrices, on peut donc avoir des résultats esthétiques désastreux si on s'y prend trop tard, d'où l'intérêt de les repérer le plus tôt. Ce dépistage, il a aussi comme intérêt tout simplement de diminuer la mortalité. En effet, 1800 personnes décèdent par an en France du mélanome. Or, comme on le voit, en 1940, il y avait 40% de survie à 5 ans. C'est-à-dire que quand vous étiez diagnostiqué d'un mélanome dans les années 40, vous aviez 40% de chance d'être en vie 5 ans après. En 2002,
la probabilité d'être en vie à 10 ans était de 92%. Et ça, cette différence-là, ça a été dans la deuxième partie du XXe siècle, notre capacité à comprendre à quoi ressemblait un mélanome de manière plus précoce et à le repérer de plus précocement, qui nous permet d'avoir des taux de mortalité aussi bons. En effet, les immunothérapies, les nouvelles technologies sont arrivées après 2002 et donc ça c'est vraiment le repérage plus précoce des cancers de la peau qui nous permet de l'avoir fait. C'est vos patients, enfin j'espère pour vous qu'ils vont aussi bien que sur cette vignette. Quand vous avez quelqu'un que vous voyez qui a plus de 60 ans, il a une chance sur 62 d'avoir un cancer de la peau. C'est donc très fréquent et si vous avez beaucoup de patients âgés dans votre patientèle, alors très probablement que certains cancers de la peau, notamment des carcinomes basocellulaires, se sont glissés sur la peau de certains de vos patients. Si votre patient a un carcinome, par exemple, il a une chance sur 12 d'en avoir un deuxième au même moment. Donc il est très important de faire un examen de toute la peau pour vérifier s'il n'y a pas un deuxième carcinome au même moment. L'intérêt également de ce dépistage, c'est le temps, tout simplement car, comme vous le savez, le cancer va avoir tendance à se développer et si on lui laisse trop de temps, il peut arriver à un stade qu'on appelle métastatique, avec des cellules qui vont à distance, qui ne sont plus qu'au niveau de la peau, mais également dans d'autres organes, et qui peuvent entraîner des métastases dans tous les organes. Nous, ce que l'on veut, c'est trouver ces cancers de la peau quand ils sont encore au stade localisé uniquement de la peau et qu'on peut les guérir en enlevant le morceau de peau en question et sans être obligé d'aller mettre d'autres traitements beaucoup plus lourds en place. Est-ce que c'est notre rôle finalement de le faire? Est-ce que c'est pas le rôle des dermatos? Eh bien, cette diapo devrait répondre à votre question, puisque si on prend l'hypothèse la meilleure, il y aura une diminution par 2 du nombre de dermatologues en activité dans les 10 prochaines années à peu près. Donc si vous trouviez qu'il était actuellement difficile d'avoir un rendez-vous chez le dermato, je suis désolé de vous dire que les choses ne vont pas s'arranger. Or, comme vous l'avez vu, la population vieillit et les cancers de la peau sont assez souvent chez des patients âgés, donc on ne s'attend pas à une diminution des cancers alors qu'il y a une diminution du nombre des dermatologues. Donc que ce soit notre rôle ou pas, finalement, si on ne s'y met pas tous un petit peu, eh bien on va avoir des soucis dans les années à venir. Est-ce que c'est notre rôle? Vous voyez ici plusieurs cancers de la peau sur la peau de nos patients. Ce patient m'a été adressé par son infirmier qui trouvait que cette plaie qui était traitée comme un ulcère ne guérissait pas assez bien. Cette plaie a été envoyée par le pharmacien qui me disait que ses infirmiers le traitaient depuis 2 ans et qu'ils ne trouvaient pas ça normal. Cette lésion du dos de ce patient a été découverte par son médecin généraliste alors qu'elle le voyait pour toute autre chose et me l'a adressé pour une suspicion. Cette lésion que vous voyez ici a été adressée, vous le voyez d'ailleurs, un joli pansement tout autour par l'infirmier qui trouvait que cette cicatrisation était trop prolongée et que cet ulcère ne guérissait pas comme il aurait dû l'être. Cette lésion au niveau de l'ongle a été vue par le podologue qui a trouvé que cet ongle noir était bien trop noir par rapport aux autres ongles et a trouvé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Cette lésion au niveau du dos a été trouvée par le généraliste de la patiente et cet ongle-là a été repéré également par le médecin généraliste qui a posé la question en se disant qu'il était bizarre que son ongle soit détruit de cette manière-là. Finalement, tous ces cancers de la peau ont été diagnostiqués initialement ou en tout cas repérés par des professionnels de santé non dermatologues. Finalement, est-ce que c'est notre rôle, qu'on soit infirmier, qu'on soit médecin généraliste, qu'on soit kinésithérapeute, qu'on soit pharmacien d'officine, qu'on soit dermatologue, qu'on soit pédicure-podologue, nous voyons la peau de nos patients et donc nous pouvons être à même de diagnostiquer ou en tout cas de repérer des cancers de la peau. Donc finalement, la profession ne compte pas vraiment, on s'en fiche. L'important, c'est que si vous voyez quelque chose de douteux, il faut être capable d'alerter et ça va être ça le but d'aujourd'hui, vous donner les clés pour ça. Quel est l'intérêt? Pourquoi nous faisons ça? Tout simplement parce que la macro, on voit pas bien, on voit mal la peau du patient, on va voir en tout petit
Et la dermoscopie va nous permettre de beaucoup mieux voir, d'avoir beaucoup plus de détails. Ça va nous permettre de zoomer, mais pas que. Ça va nous permettre également de voir des structures qui sont parfaitement invisibles à l'œil nu grâce à une technique dont je vous parlerai après. La dermoscopie, c'est prouvé maintenant depuis plusieurs années, ça marche mieux que le diagnostic à l'œil nu. Et il est tout à fait possible d'apprendre cette dermoscopie, d'apprendre en tout cas à utiliser un dermoscope à des professionnels de santé qui sont non médecins. L'exemple le plus criant est l'Australie. En Australie, ce sont les infirmiers qui réalisent le dépistage, le screening de la peau des patients et qui adressent ensuite aux dermatologues, comme les médecins G adressent également aux dermatologues. Le but, c'est bien entendu, lorsque vous voyez ce type de lésion, c'est visible à l'œil nu, vous pouvez en faire le diagnostic, mais c'est déjà un peu tard. Si on remonte un peu plus dans le temps, un peu plus compliqué de faire le diagnostic, on est un peu plus tôt, donc le pronostic est moins mauvais, mais tout de même, c'est déjà un peu tard. À ce stade, quand vous voyez la lésion, vous ne pouvez pas imaginer que c'est un mélanome parce que ça ne se voit à peine. Et pourtant, en dermoscopie, on a déjà certains arguments qui nous permettent de repérer ces lésions de manière plus précoce. Mon but, ça va être aujourd'hui de vous montrer les choses à l'œil qui doivent vous attirer le regard et poser votre dermoscope dessus, et les éléments dermoscopiques qui doivent faire warning et vous dire non, là il y a un vrai problème, je dois adresser ce patient rapidement. Adresser ce patient, mais adresser à qui finalement? Puisque le problème c'est que s'il n'y a plus de dermato, il n'y en a plus pour me répondre non plus, si on réfléchit bien. La téléexpertise est quelque chose qui se développe, qui est maintenant bien accepté et qui a été mis en place par la sécurité sociale. Le but de cette téléexpertise, il est multiple. Déjà, d'éviter d'envoyer des photos, des photos reconnaissables de patients par des canaux non sécurisés, que ce soit les SMS, les mails. Il faut éviter de faire ça. Maintenant, les plateformes de téléexpertise permettent justement de passer les informations personnelles des patients tout en étant dans le cadre de la RGPD, donc en étant tout à fait carré et sans risque de vol de données ou de fuite de données. La deuxième raison est que vous allez, en tout cas pour certains, ceux pour qui les négociations ont pu pour l'instant aboutir, être payés par rapport à cette demande d'avis. Vous demandez un avis et vous êtes rémunéré 10 € pour la demande d'avis, et la personne qui vous répond en face est payée pour vous répondre. Il ne fait donc pas ça parce qu'il est gentil, c'est une partie de son boulot, comme c'est une partie de votre travail de faire une demande avec les informations qui sont pertinentes à l'intérieur et des photos de qualité. Mais ça nous permet d'accélérer beaucoup les prises en charge. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est aussi très important de faire la téléexpertise? Car d'un point de vue médico-légal, il est très important de se couvrir. Si je vous réponds que cette lésion est finalement un grain de beauté et qu'il n'y a pas de risque et que le patient a en fait un mélanome, il est important que vous puissiez prouver pour d'éventuels problèmes que j'ai effectivement donné un avis. La téléexpertise vous permet à la fin de générer un PDF et de le mettre dans le dossier du patient. Ainsi, tout est tracé et il n'y a pas de risque de ce côté-là. Il y a plein de choses qui permettent de faire de la téléexpertise. MyHCL Pro à Lyon a été un des premiers à réaliser cette téléexpertise. Le CISRA, donc le système d'information en Rhône-Alpes, sur lequel le centre Léon Bérard, dans lequel je travaille, est. Si vous voulez, vous pouvez trouver dans le CISRA, vous tapez téléexpertise centre Léon Bérard, dermatologie, et vous pouvez nous envoyer la photo de votre patient avec le contexte clinique et nous essaierons de vous répondre dans les plus brefs délais. Bien sûr, ça marche mieux lorsqu'on est sur la même ville, car nous pouvons vous répondre, mais si vous êtes sur une autre ville, on ne pourra peut-être pas vous prendre votre patient qui ne se déplacera pas jusque là, mais au moins ça nous permet d'avoir un avis de manière rapide. Il existe d'autres solutions, exemple OmniDoc, qui est une solution bien connue de téléexpertise et qui vous permet parfois de parler avec d'autres professionnels de santé qui ne sont pas à l'hôpital, par exemple. Cette rémunération de 10 € est effective dès maintenant pour les podologues, pour les infirmiers, pour les kinés. Malheureusement, elle ne l'est toujours pas pour les pharmaciens. Je sais qu'il y a des négociations en cours, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Par contre, il faut bien avoir en tête que si vous voulez endresser votre patient via la téléexpertise, il est indispensable d'avoir des images de dermoscopie. En effet, la dermoscopie est tellement meilleure que l'œil nu que un bon téléexpert ne pourra pas vous répondre et refusera de vous répondre, ou en tout cas de donner un diagnostic définitif sans image de dermoscopie, car c'est vraiment bien meilleur qu'à l'œil nu.
Petit cas clinique pour vous montrer l'intérêt finalement dans votre vie courante de tout ce que je suis en train de vous raconter. Cette patiente a 56 ans, elle vient chez son kinésithérapeute pour une tendinite du supraépineux. Bilan kinésithérapique, il voit la patiente de dos et il repère cette lésion. Il n'y a pas la flèche rouge sur la patiente, mais ça vous permet de repérer la lésion qui est problématique. Et comme vous le voyez, elle est différente des autres. Elle ne ressemble pas aux autres. C'est ce qu'on appelle le vilain petit canard. Donc, le kinésithérapeute se dit « il y a un truc qui cloche ». Cette patiente, 56 ans, finalement, peut-être que si elle n'a personne dans sa vie au quotidien, personne ne verra son dos avant quelques mois, peut-être années, laissant donc à ce mélanome le temps de se développer. Peut-être que vous êtes la seule personne qui sera en capacité de faire ce diagnostic. Et donc, c'est très important que tous aient ces notions-là pour pouvoir repérer les lésions le plus précocement possible. Si on regarde de plus près cette toute petite lésion, on voit mal, on voit de manière floue, mais on peut déjà avoir quelques idées en tête. C'est une lésion qui est asymétrique, qui a des bords irréguliers, qui a plusieurs couleurs, elle est petite et on ne sait pas si elle évolue. Donc on a un doute sur un mélanome. Mais est-ce suffisant pour aller embêter le dermatologue? C'est là que la dermoscopie intervient. La dermoscopie nous permet de bien mieux voir, nous permet d'avoir beaucoup plus de détails. On peut mieux évaluer les couleurs, on peut mieux évaluer le côté asymétrique, le désordre architectural, on peut mieux également évaluer s'il y a d'autres signes en faveur d'un mélanome. Il existe des algorithmes qui nous permettent également de juger lorsque nous sommes un petit peu dans une situation intermédiaire. En tout cas, cette image avait tendance à nous renforcer dans notre idée de mélanome. Le kinésithérapeute, à l'époque, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais nous avons donc fait une demande via MyHCL Pro et le professeur Dahl avait répondu en 48 heures en disant qu'effectivement la lésion était douteuse et il avait fini par enlever cette lésion 12 jours plus tard, seulement 12 jours plus tard, et nous avions eu le résultat montrant que c'était un mélanome. L'avantage finalement dans cette histoire, c'est de voir que entre le moment où vous voyez le patient et le moment de la chirurgie se passe seulement 12 jours. Et on sait que dans ces cas-là, il y a un bénéfice en mortalité. A l'inverse, si vous n'aviez pas vu cette lésion, si le kinésithérapeute n'avait pas eu cette vigilance, finalement, on aurait pu passer beaucoup de temps. Alors bien entendu, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais on sait qu'il peut y avoir des évolutions que l'on connaît à peu près en termes de durée des mélanomes. Si on avait laissé 2 ans à cette patiente avant d'être diagnostiquée, son pronostic à 10 ans passait de 92% de survie à 75% de survie. Pour une patiente en bonne santé, pour une patiente qui n'a pas d'autres problèmes, c'est tout à fait dommageable et le simple fait de repérer cette lésion à ce moment-là a permis d'éviter cette perte de chance pour la patiente. Alors, maintenant vous allez me dire, oui, mais quid du fait d'aller tous les ans chez le dermato comme on faisait avant? Ça déjà, je pense que cette période est révolue. Vous n'allez pas envoyer toutes les gamines de 16 ans faire une mammographie par exemple. Pourquoi? Tout simplement car ça n'aura pas d'intérêt, on ne risque pas de trouver une lésion dans un dépistage. Si on trouve une lésion atypique, si la jeune femme dit j'ai une boule, bien entendu on va la regarder. Mais en dépistage, sans avoir aucun point d'appel, on ne va pas envoyer tout le monde en dépistage. Finalement, c'est un peu la même chose pour les cancers de la peau. Les facteurs de risque qui vont avoir tendance à augmenter le risque de cancer de la peau sont les suivants. C'est le fait d'être de phototype 1 ou 2, donc rouge, yeux verts, blonds, yeux bleus, surtout la mauvaise aptitude au bronzage. C'est le fait d'avoir été très exposé au soleil dans sa vie ou d'avoir eu de nombreux coups de soleil. C'est le fait d'avoir beaucoup de grains de beauté et surtout des grains de beauté très atypiques. Souvent, c'est ceux où vous regardez leur dos et vous vous dites « Oula, j'aimerais pas être son dermato ». Nous non plus. C'est des cas qui sont très compliqués à diagnostiquer et on sait que ces gens ont plus de risque d'avoir un cancer de la peau. Le fait d'avoir une radiothérapie est également un facteur de risque de cancer de la peau. D'avoir eu soi-même un cancer de la peau ou dans la famille directe est un facteur de risque. Le fait d'avoir un névus congénital, vous savez, ces grands grains de beauté présents dès la naissance ou dans les premiers mois ensuite, de grande taille, de plus de 10 cm à l'âge adulte, est un facteur de risque. Le fait d'avoir une exposition professionnelle, alors c'est facile quand on pense aux gens qui bossent dans le BTP, c'est moins évident quand on pense à quelqu'un qui par exemple a été instit et donc qui a été pendant les récréations un petit peu à l'extérieur.
Les patients immunodéprimés sont également plus à risque et bien entendu les gens qui ont vécu dans des zones très exposées ou alors qui ont fait plus de 10 séances d'UV en cumulé. Vous comprenez donc que le risque a priori d'avoir un cancer de la peau n'est pas du tout le même si vous êtes le docteur Henriot avec la peau claire mais qui s'expose très peu au soleil parce qu'il n'arrive pas à bronzer, qui a un travail en intérieur et des loisirs plutôt en intérieur et a eu la chance de ne pas avoir de soucis de santé jusque-là, et une patiente blonde aux yeux bleus qui a passé 6 mois en Australie dans la vingtaine, a attrapé quelques coups de soleil et a malheureusement eu un lymphome pour lequel elle a eu une chimio et une radiothérapie. Mon risque d'avoir un cancer de la peau est très faible, le sien est bien plus important. Donc moi, aller voir le dermato tous les ans, probablement que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, elle, probablement beaucoup plus. Donc l'ère où tout le monde va tous les ans chez le dermato ne pourra plus survenir. Il faut donc savoir repérer les patients qui, eux, nécessitent vraiment d'être vus de manière annuelle, sans aucun doute. Ces patients sont ceux qui ont déjà eu un mélanome, sont ceux qui ont déjà eu un mélanome dans leur famille au premier degré, leurs parents, leurs enfants, leurs frères et sœurs également, et ces fameuses personnes qui ont un syndrome des névus atypique. Ceux-là doivent voir un dermatologue de manière annuelle. On peut rajouter, même si c'est de plus en plus difficile à faire, les gens qui ont eu un carcinome épidermoïde ou un carcinome basocellulaire, qui normalement doivent également avoir un suivi très régulier. Parfois, ça devient de plus en plus difficile à faire. En tout cas, ceux sur lesquels on ne peut pas négocier, c'est les gens qui ont déjà eu un mélanome, les gens qui ont eu un mélanome dans leur famille au premier degré et les gens qui ont ce fameux syndrome des névus atypiques. Cependant, tout le monde peut faire un cancer de la peau. Le meilleur exemple, c'est Bob Marley. Bob Marley n'était pas de phototype 1 ou 2 et il a eu un mélanome du gros orteil du pied gauche. Or, c'est ça qui l'a emporté et il n'avait que peu de facteurs de risque. Donc si tout le monde peut avoir un cancer, dont un mélanome, eh bien il faut savoir se dire qu'à chaque fois que quelqu'un passe le pas de votre porte, peut-être que c'est à cette personne que vous allez sauver la vie en repérant la lésion douteuse. Comment on peut faire? Déjà, ce qu'on peut faire, c'est quand on voit des patients, on peut leur apprendre certaines choses. On peut leur apprendre ABCDE. ABCDE, on l'apprend aux Australiens en 6e. On n'est pas plus bête qu'eux, on devrait y arriver. A pour asymétrie. Un grain de beauté asymétrique va être plus douteux que s'il est symétrique. B pour bord irrégulier. Les bords, s'ils sont bien nets, bien ronds, sont plutôt rassurants. A l'inverse, s'ils sont très irréguliers, c'est inquiétant. C pour couleur. S'il y a une seule couleur, c'est rassurant. Plusieurs couleurs, plus inquiétant. D pour le diamètre. Si vous avez un diamètre de plus de 6 mm, c'est inquiétant. Moins de 6 mm, c'est moins inquiétant. Et E pour l'évolution. Si une lésion évolue, c'est quelque chose qui va nous attirer. Normalement, un grain de beauté, au bout d'un moment, il arrête de bouger. Si quelque chose se modifie beaucoup, continue de grandir, ça attire notre regard. Donc plus il y a de facteurs de risque, bien sûr, pire c'est. S'il a A, B, C, D et E, très probablement que c'est un cancer de la peau. S'il n'en a aucun, normalement on est à peu près tranquille. S'il en a un seul également, à partir de 2, on commence à se poser la question. Ça, c'est intéressant de l'apprendre aux patients, en plus de vous de le connaître, tout simplement parce que ça va leur permettre de s'inspecter eux-mêmes et d'être acteurs de leur propre santé. Vous pouvez également, sans même regarder la peau de vos patients jusqu'à maintenant, leur donner des conseils de photoprotection. Vous savez qu'ils partent en vacances, leur dire de bien faire attention à leur peau, de porter des vêtements amples, d'éviter le soleil au maximum et de mettre une crème solaire qu'ils vont remettre régulièrement si ils sont exposés et qu'ils ne peuvent pas porter de vêtements. Vous pouvez également tout simplement leur dire de s'auto-dépister. À part si vous avez une relation très bizarre avec vos patients, ils se voient beaucoup plus souvent nus, eux, que vous ne les voyez nus. Et donc c'est à eux qu'il faut demander de s'auto-regarder. S'ils voient quelque chose de nouveau, ils viennent nous voir. Donc si vous voulez donner un conseil à vos patients, vous pouvez leur dire regardez-vous, écoutez, et si vous voyez quelque chose qui bouge, n'hésitez pas et on en reparle. Vous pouvez, alors que vous faites autre chose, par exemple vous êtes podologue, vous allez traiter les pieds de vos patients, vous pouvez regarder les ongles, vous pouvez regarder le dessous des pieds, le dessus des pieds, vous pouvez regarder toutes ces zones-là. Si vous êtes
infirmière à domicile et que vous faites les soins d'une patiente, lors des soins, vous pouvez en profiter pour regarder si vous ne voyez pas quelque chose au niveau du dos, au niveau des jambes qui serait un peu bizarre, au niveau du visage aussi. Si vous êtes pharmacien, c'est plus compliqué parce que vous ne voyez pas vraiment les patients nus, mais par contre, vous pouvez avoir un patient qui vous pose une question et à ce moment-là, il faut savoir lui dire bah, écoutez, si je vous donne un avis sur celle-là, il faudrait quand même que vous mettiez en sous-vêtements dans une salle à côté et que je regarde qu'il n'y ait pas autre chose, un gros truc dans le dos par exemple que le patient n'aurait pas repéré. C'est un peu important quand même à voir. Et donc on peut, pour une autre question finalement, alors qu'ils ne venaient pas du tout vous voir pour ça, et ils ne viendront jamais vous voir pour ça en tant que professionnel de santé non médecin, mais en tout cas repérer au vol, repérer le patient et repérer la lésion qui finalement aurait été dangereuse, et je vous apprendrai comment on fait après. Vous pouvez également leur apprendre le signe du vilain petit canard, c'est le fameux signe de la flèche rouge. Si vous voyez une lésion qui est très différente des autres, qui sort par rapport aux autres du lot, c'est celle-là qu'il faut aller voir, c'est très certainement celle-là qui va être problématique. Ça, c'est des petites choses qu'on peut apprendre facilement aux patients et qu'on peut avoir nous-mêmes en tête. De la même manière, vous pouvez apprendre aux patients qu'un bouton, qu'une croûte, qu'une plaie qui ne cicatrise pas en plus d'un mois ou deux, alors qu'elle devrait, est quelque chose de douteux. Nombreux sont les patients qui me disent ah oui, j'ai une plaie, ah oui, ça fait 2 ans qu'elle est là et qu'elle ne cicatrise pas. Je leur dis c'est souvent que ça vous arrive? Non, jamais. Bah, il fallait se poser cette question-là, et parfois quand on le dit, on se rend compte à quel point c'est facile, mais quand on est dans la vie courante, parfois c'est pas le cas, et il faut savoir l'apprendre aux patients et en tout cas l'avoir nous-mêmes en tête. La dermoscopie, on l'a dit, c'est indispensable pour la téléexpertise et c'est très important pour le dépistage des cancers de la peau, mais ça nécessite un investissement. L'investissement, c'est du matériel. C'est un achat de matériel qui peut être peut-être dans le cadre de votre maison de santé pluriprofessionnelle, peut-être dans le cadre d'une communauté professionnelle territoriale de santé. En tout cas, c'est un matériel qui coûte relativement cher, on ne va pas se mentir. Quelles sont les différences entre tous ces dispositifs? On ne voit pas la même chose et n'ont pas la même utilité. Je vous donne un exemple, celui-ci va être un dispositif dont l'intérêt va être de pouvoir se clipser sur votre téléphone avec une bague magnétique et de prendre des photos. Il sera très peu adapté pour du dépistage où vous regardez chaque lésion. Mais si vous voulez prendre une photo pour un patient donné et l'envoyer avec votre téléphone, ça marche très bien. Ces deux dispositifs-là sont deux dispositifs plus tout-terrain. Ils vous permettront de regarder les lésions sans contact, avec de la lumière polarisée, sans la lumière polarisée, qui sont des techniques particulières dont on parlera dans la deuxième formation. Et avec ces dispositifs-là, vous pourrez prendre des photos de très bonne qualité également, même si, comme vous le voyez, c'est plus cher. Mais ça vous facilitera la vie et vous aurez plus de possibilités. Enfin, il y a des dispositifs qui font à la fois appareil photo et dermoscope, donc ça vous évite d'avoir à mettre votre téléphone ou un appareil photo sur le dermoscope. L'appareil photo est là directement pour ça, mais le prix s'en ressent également. Quelle que soit votre prise de décision, vous devez avoir en tête que vous devez avoir des lumières LED. Vous devez avoir la possibilité d'avoir de la lumière polarisée. Il est très fortement recommandé de pouvoir passer en mode non polarisé également, parce qu'on pourra vous le demander parfois en téléexpertise. Il faut pouvoir poser le dermoscope sur la peau de votre patient pour pouvoir prendre la photo. Donc les dermoscopes qui sont juste en mode loupe de loin sans pouvoir poser sur la peau vont être très problématiques dans ce type d'indication. Il n'est pas obligé justement d'avoir ce mode loupe où on est loin de la peau, même c'est facultatif. Vous pouvez également avoir la possibilité de directement se relier à votre ordinateur pour prendre les photos depuis l'ordinateur, c'est complètement facultatif. Et le mode UV dont vous entendrez peut-être parler en achetant un dermoscope est également facultatif. Les choses importantes, c'est pouvoir poser le dermoscope sur la peau du patient, pouvoir avoir de la lumière polarisée et de la lumière non polarisée. Si vous savez ça, tout va bien. Faites très attention parce que certains dermoscopes bas de gamme qui vont vous coûter quand même 300 €, ce qui n'est pas anodin, ne seront pas suffisants
et probablement que vous allez envoyer des photos et on vous dira qu'on ne peut pas répondre. C'est quand même dommage d'acheter un dispositif qui n'est pas suffisant. Je vous ai donné ici quelques exemples de plusieurs marques différentes de dermoscopes qui vous permettraient d'avoir, on va dire, selon la gamme de prix que vous cherchez, une bonne possibilité de discuter avec vos professionnels de santé référents. Maintenant, comme vous l'avez vu, le dermoscope c'est un outil d'optique, c'est comme un otoscope pour regarder dans une oreille, ça ne prend pas de photos, donc il faut un appareil photo. Soit vous prenez votre appareil photo numérique, soit vous prenez votre téléphone portable. Il y a des bagues magnétiques qui existent qui permettent de faire l'adaptation entre les deux. Pensez-y avant d'acheter votre matériel, votre dermoscope, tout simplement parce que il faut que ce soit facile, il ne faut pas que vous vous preniez la tête à avoir beaucoup de manipulations à faire, il faut vous faciliter la vie et il existe des dispositifs qui le permettent comme des bagues magnétiques. Regardez comment ça marche avec votre smartphone si vous voulez, avec votre appareil photo numérique si vous le souhaitez. En tout cas, c'est important d'y penser avant l'achat pour derrière ne pas courir après une organisation qui n'aurait pas été pensée en amont. Et enfin, la dernière chose, c'est le stockage des photos. Comment vous stockez vos photos? Est-ce que vous les envoyez via la téléexpertise? Ça, c'est certain. Est-ce que vous les gardez dans un dossier de votre patient, un dossier médical? Est-ce que vous les gardez dans un dossier sur votre ordinateur? C'est des choses qu'il faut penser aussi a priori. Je dois vous dire d'un point de vue légal que si vous gardez dans un logiciel métier, ils ont une accréditation avec la CNIL et donc du coup la gestion des données, ils s'en chargent. Si à l'inverse ça reste sur votre ordinateur professionnel ou pire personnel dans un dossier personnel, il faut de manière importante le déclarer à la CNIL car ce sont des données de patients et il faut que la CNIL soit au courant dans ce genre de cas. Donc vous avez trois choses à penser, le dermoscope, l'appareil photo et l'ordinateur. Comment est-ce que j'utilise mon dermoscope, comment je prends les photos et où je stocke et comment j'envoie les photos. Avant de vous lancer, pensez à ces trois choses-là car ça vous évitera derrière de courir après et d'être avec une organisation suboptimale qui vous posera des soucis. La formation, on est dedans, on a une deuxième vidéo si ça vous intéresse qui aura pour but de vous montrer plus dans le détail les choses à regarder. Il existe des groupes Facebook si vous le souhaitez. Il y a le groupe que nous avons monté avec l'association des médecins généralistes dermoscopistes français. On serait ravis de vous accueillir. On met régulièrement des cas cliniques anonymisés bien sûr, dont on a le résultat. Le but est de vous former l'œil et de continuer à s'entraîner sur des photos en permanence et pas forcément avec le patient en face de soi. Il existe également des jeux que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et qui remplacent très bien Candy Crush, notamment Dermonaut ou Udermoscopy. Udermoscopy se trouve sur le store, c'est la Société internationale de dermoscopie qui fait ça et qui vous permet de jouer avec un chrono, vous comparez à vos amis et ça vous permet de vous entraîner, de vous faire l'œil si vous le souhaitez. Donc les messages principaux sont simples, les cancers cutanés sont fréquents et ils arrivent sur la peau, il faut donc déshabiller vos patients. Ça c'est très important. Tout le monde n'a pas vocation à aller voir un dermato tous les ans et on n'y arriverait plus. Mais par contre, il y a des patients qui sont vraiment à risque et qui doivent aller voir le dermato de manière annuelle. Les gens qui ont déjà eu un mélanome, les gens qui ont eu un mélanome dans leur famille au premier degré, les gens avec un syndrome des névus atypiques. Et eux, il faut qu'ils soient vus de manière très régulière, quoi qu'il en soit. Pour le reste de nous, eh bien, chacun d'entre nous peut avoir un cancer de la peau malgré tout. Et il faut savoir le repérer lorsque vous voyez un patient. Pas forcément en passant beaucoup de temps, hein. Déjà vous regardez s'il n'y a pas une lésion qui change, qui est différente des autres. Si une lésion, le patient vous dit ah bah ça saigne, ça c'est une croûte qui ne disparaît pas en plus d'un mois ou deux. Ça c'est des petites choses que vous pouvez apprendre à votre patient et que vous pouvez repérer vous-même. Vous pouvez repérer la lésion qui est très différente des autres, le vilain petit canard, c'est elle qu'il faut aller regarder en priorité. C'est elle qui risque d'être dangereuse pour votre patient là actuellement. Vous pouvez également avoir en tête qu'une lésion qui est en relief ferme et qui grossit, la règle EFG, qui est en relief ferme et qui grossit, est dangereuse jusqu'à preuve du contraire. Rares sont les tumeurs bénignes qui sont dures, qui grossissent et qui sont en relief. Donc il faut se méfier de ces lésions-là. Il faut bien sûr dire aux patients de s'auto-dépister, car c'est ainsi qu'ils vont repérer les nouvelles lésions et pouvoir en parler à leur médecin généraliste, à leur dermatologue ou à vous s'ils ont compris qu'ils pouvaient vous en parler parce que vous êtes formé.
N'hésitez pas à prendre des photos, c'est très important, des photos de bonne qualité, ça c'est encore plus important, pour plusieurs raisons, parce que cette photo, ça va être le meilleur moyen pour vous, lorsque vous voyez le patient, de comparer si vous voulez comparer les photos. Ça va être un lien avec votre dermato, votre médecin G référent, avec qui vous allez pouvoir parler. Si vous envoyez des photos floues chez vous, elle ne sera pas nette chez eux, donc il faut savoir prendre des bonnes photos, des photos de qualité. Et enfin, si un jour il y a un problème, parce qu'il peut y avoir des problèmes dans la médecine, vous le savez, et que vous devez justifier du fait que vous aviez vu ce patient à ce moment-là, une photo vous permet de dire, écoutez, moi j'avais demandé un avis, regardez, c'est ici, la photo est dans le dossier. D'un point de vue médico-légal, c'est important également, prenez des photos. Repérer les lésions suspectes et donner un avis au médecin, ça nécessite la téléexpertise, en tout cas ça facilite le lien avec les médecins. Et donc cette télémédecine nécessite la dermoscopie. Certes, c'est cher de s'équiper d'un dermoscope, mais si vous en faites relativement régulièrement, finalement on arrive à amortir quand même le coût, surtout lorsqu'on est dans des maisons de santé où on peut avoir une prise en charge grâce à la maison de santé ou à la communauté professionnelle territoriale de santé. Pour les téléexpertises, il faut une formation, vous lancez pas maintenant, il ne faut pas envoyer tout et n'importe quoi parce que nous derrière on essaye de vous répondre, mais si on est débordé on n'y arrive plus, donc du coup il faut envoyer les choses qui sont importantes, et ça va être tout le but finalement de la deuxième vidéo, vous dire comment on fait, vous dire quoi nous envoyer, et ça c'est ce qu'on va essayer d'apprendre dans la deuxième vidéo. Le but, c'est pas de remplacer le médecin G ou le dermato, ça c'est clair. Le but, c'est de sensibiliser le plus de monde possible, parce que plus les gens qui voient de la peau le savent, et plus on repérera les gens tôt, et moins on aura de soucis pour traiter ces gens après. Cette première partie est terminée. Je vous demande, s'il vous plaît, on essaye de prouver que former les paramèdes, c'est utile. On essaye de prouver que vous avez un intérêt, vous, que ça vous intéresse et qu'il y a un intérêt en santé publique. Donc on fait une petite étude, on ne va pas vous prendre beaucoup de votre temps. Je vous demande juste si vous pouvez aller sur ce lien qui nous permettra juste de savoir votre âge, votre profession, pour savoir un peu à qui on a affaire, savoir si ça vous a plu également. Il y a vraiment 3 ou 4 questions grand maximum, ça prend 1 minute et ça nous permet derrière de pouvoir aussi savoir à qui on a affaire et si vous êtes content. Merci en tout cas d'avoir vu cette première vidéo et j'espère à très vite pour la deuxième.